Bonjour Claude Pugnotti. Bonjour Pascal Hubert. Alors c'est un plaisir de te rencontrer en dehors de Facebook, c'est-à-dire bon de manière virtuelle forcément, mais je sais qu'on a déjà un point commun ensemble puisque à travers nos conversations, nous nous sommes aperçus l'un et l'autre que nous étions tous les deux avocats. Oui, effectivement. Et toi, c'était avocat en fait à quel barreau? Barreau de Paris et Nanterre, Hauts-de-Seine, les deux. Je me D'accord, suis moi, trompé entre Nanterre et Paris. d'accord, moi c'est du barreau de Bruxelles. Très bien. Et alors, nous avions souhaité faire un échange que je t'avais proposé d'intituler D'une enfance abusée à la défense des droits humains. La défense des droits humains, c'est évidemment au travers de ton métier d'avocat et de pénaliste en particulier, on y reviendra. Et en faisant quelques petites recherches, en fait, sur le plan biographique, j'ai lu que tu étais issu d'une famille modeste, cancre pendant ses études primaires, autodidacte. Donc apparemment, tu étais un cancre et autodidacte. Et Ouais. autodidacte. Est-ce que les deux éventuellement vont de pair? Bah écoute, je suis un parfait exemple, si tu veux, d'un cancre autodidacte, dans la mesure où j'étais nul à l'école. Alors, il y a une raison à cela quand même. Il y a deux raisons Oui. à cela. La première, ça concerne mon père, ça concernait mon père, comme je te l'avais expliqué une première fois, qui était un pervers narcissique, qui donc ne s'intéressait pas à son fils du tout. Et par ailleurs, dans l'école catholique et religieuse où je me trouvais dans la région, un prêtre pédophile s'intéressait beaucoup à moi, trop à moi, ce qui fait que, bah, évidemment, j'étais plutôt un étudiant, un élève perturbé en classe qui avait peur de cet enseignant et qui se mettait au fond de la classe pour se camoufler et qui, évidemment, ne suivait pas le programme qu'il fallait suivre, tout simplement. Et C'est ça. puis, ensuite, quand je rentrais chez moi le soir, ma mère était quand même assez fragile. Elle aimait beaucoup son fils, elle m'adorait. Mais bon, je peux pas dire qu'elle s'intéressait non plus à mes devoirs. Donc, si tu veux, l'étudiant que je fus était dans les 34e, 35e, c'est-à-dire avant-dernier ou dernier de la classe. C'est Voilà. ça. Et ça, en fait, tu expliques ce côté autodidacte du fait que du coup, tu décrochais par rapport aux enseignements que tu recevais et donc quelque part, tu étais obligé de te prendre, je dirais, en charge par toi-même et d'apprendre par toi-même pour essayer quand même de t'en sortir. C'est un petit peu ça le côté Voilà. autodidacte. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, je me suis formé finalement dans mon enfance et dans mon adolescence tout seul. Tout seul. Par exemple, quand je suis devenu un jeune adolescent, bon, je me suis retrouvé dans une école primaire, ça n'a pas été plus brillant. J'ai tenté de passer le certificat d'études primaires pour adultes, qui était censé être plus facile. Même chose, échec lamentable, je ne l'ai même pas obtenu. Là, j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'insiste. Et à partir de ce moment-là, là, mon père a eu quand même une bonne idée. Il m'a fait suivre des cours de dactylographie, de comptabilité et de sténographie. Mhm. Et pour une fois, dans un cours privé, ça a duré 2 ans, de 14 à 17 ans à peu près. Et là, pour une fois, bah, j'étais pas trop mauvais élève. C'est-à-dire que j'ai appris assez bien la sténographie, jusqu'à 110 mots minute, c'est quand même rapide par rapport à une femme qui prend 120 mots minute au maximum. Et j'ai appris à bien taper à la machine à écrire. Ce qui m'a permis ensuite, plus tard, d'aller faire un petit tour au palais de justice de Paris pour rencontrer le greffier en chef vers mes 17-18 ans pour lui demander s'il n'y avait pas un petit job pour moi. Et à ce moment-là, la seule chose qu'il m'a demandé, savez-vous taper à la machine à écrire? Je réponds oui. Tapez-vous vite? Je réponds oui. Et de là, il me dit, je vais avoir un poste pour vous. Mhm. Je m'inscris en même temps à dos
en capacité en droit. Mais avant de m'inscrire en capacité en droit, j'ai dû bosser avec mon père qui avait un cabinet d'assurance. Il était agent d'assurance, courtier d'assurance et conseil juridique. Il faisait tout. C'était le self-man parfait, sauf que c'était un type assez redoutable quand même comme individu, si tu veux, mais en affaires, je dois dire qu'il était brillant. c'est Il était ça. brillant. Il Mais était du, brillant. mais Et, et donc, Du coup, Claude, ouais. en fait, par rapport justement à cet aspect affectif dont tu parles d'un papa en fait pervers, narcissique, ça se manifestait comment dans ta famille par rapport à ta mère et par rapport à toi également, Ouais, ben, si tu veux, ma mère, elle n'avait pas la loi, elle devait se taire. Elle assumait le secrétariat de mon père, et puis c'est tout. Sois là et tais-toi. Quant à moi, ben, il fallait que je me débrouille, si tu veux. Il fallait que j'aille voir les clients, parce que mon père, à un moment donné, a construit un petit immeuble qui était par un architecte incompétent. Donc très vite, cet immeuble s'est trouvé, comment dirais-je, en piteux état. Et là, mon père a eu des problèmes financiers très importants. Et donc, si tu veux, il s'est trouvé en difficulté financière par rapport aux travaux qu'il fallait financer. L'architecte étant incompétent, mon père a dû se séparer de ses services, trouver un autre entrepreneur pour finir les travaux de son immeuble bourré de malfaçons. Mais évidemment, comme il était agent d'assurance, il n'avait pas une fortune considérable, même s'il gagnait pas mal d'argent. Et donc, il a fallu qu'il pioche dans la caisse, si tu veux, de la compagnie d'assurance qu'il représentait pour financer les travaux de son immeuble. Et moi, j'étais le larbin qui devait courir chez tous les clients les plus importants pour tenter de récupérer les primes nettes à encaisser le plus vite possible sur le compte de mon père, qui après, en temps utile, un peu avec retard, envoyait son bordereau de compte au siège de la compagnie d'assurance qu'il représentait. Donc, je me suis retrouvé, malgré moi, dans un milieu, d'abord que je n'aimais pas, le monde de l'assurance ne m'a jamais plu. Par contre, comme avocat, après, je suis devenu excellent. ouais. C'est-à-dire que je plaidais pour des victimes d'accidents corporels graves de la circulation, car mon père était très doué dans cette matière-là. Et là, je suis devenu excellent dans ce genre de dossier. C'est ça. L'intellect fonctionnait à plein régime, si je puis dire. Oui, ah bah ça, j'ai toujours, si tu veux, j'ai toujours fonctionné à 140 à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai jamais eu le choix de me poser tranquillement et de m'interroger finalement sur mon avenir et le sens de ma vie. C'est J'ai ça. toujours été pris dans un engrenage infernal que je ne maîtrisais pas. Mais tu as en fait des souvenirs de ton enfance bien précis? Oui, très précis. Oui, très précis. Très précis, notamment de ce prêtre pédophile. Je peux même te dire qu'il s'appelait le frère Aldebert. Ça ne s'invente pas. C'est curieux à dire, mais à la limite, je le vois presque physiquement. Hmm. Il était tellement vicieux avec moi, pervers, que j'en avais peur. Un pervers vicieux fait peur. Il était même violent. Il me punissait certains jours sans témoin, bien sûr, dans sa classe, où là, il était censé me faire mes devoirs, mais en vérité, bah, il s'intéressait vraiment à ma personne, mais Et de façon malsaine. tu avais quel âge à cette époque-là? J'avais une dizaine d'années, 8, 9 ans, 10 ans, entre Et 8 et 10 ans à peu près. c'est ça. Et tu te rendais compte, en fait, Claude, Je de ce qui comprenais. tu comprenais ce qui se passait à ce moment-là? Oui, enfin, c'était pas clair dans mon esprit, mais je comprenais quand même qu'il était malsain. Oui, oui, je le pressentais. Si tu veux, j'éprouvais oui, un sentiment, oui, un mauvais sentiment. Oui, je Et donc, comprenais qu'il n'était pas sain. Ça, c'est oui. ça. Oui.
Et Oui. donc, quelque part, tu étais, toi, en tant qu'enfant à cet âge-là, en mesure justement de poser des limites, ou bien malheureusement, tu étais quelque part sous sa coupe, soumis et à sa merci. Ah non, j'étais sous sa coupe et soumis à sa merci, oui. Ah oui, non, non. C'est-à-dire, j'avais tellement peur, j'avais peur de lui. Donc, ayant peur de lui, comment tu veux, quand tu as 8, 9 ans, comment tu veux réagir? Mhm, Tu es dans l'incapacité de réagir. mhm, Ça, c'est le problème, si tu veux, j'allais dire après, même du viol, que j'ai bien compris, parce que une fois devenu avocat, j'ai défendu énormément de femmes violées et battues. mhm, Et je te garantis que j'ai bien j'étudiais bien le mécanisme du comportement du violeur par rapport à la femme violée, et je faisais le parallèle avec moi, ça n'avait rien à voir, bien entendu, mais je comprenais comment un enfant pouvait être abusé. C'est-à-dire qu'un enfant abusé est incapable de se défendre, d'une part, et d'autre part, incapable même de s'expliquer et de s'exprimer. mhm, Les mots ne sortent pas. mhm. J'étais bloqué, 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 à un point tel que, d'ailleurs, j'en ai jamais parlé à mes parents. Jamais. Parce que tu étais bloqué ou parce que tu avais l'impression que tes parents, pour eux, ça aurait été inaudible, que tu n'étais pas en mesure Non, je de- pense, non, ma mère m'aurait entendu. Mon père, non, je crois pas. J'aurais été inaudible pour lui. Non. Pour lui, non. Pour lui, non. De toute façon, pour lui, j'étais un bon à rien et un incapable. Jusqu'au jour où j'ai eu mon titre d'avocat, alors là, ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il était fier de moi. Alors là, évidemment, il aurait rêvé, lui, de le devenir, mais il en était incapable. Il était très égocentrique et très prétentieux. Et le jour où j'ai eu une anecdote assez drôle avec lui là-dessus, le jour où j'obtiens mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat, 3, 4 mois plus tard, comme ça, parce qu'il était conseil juridique, et à un moment donné, en France, il a été envisagé de créer une fusion entre les conseils juridiques et les avocats. Bon. Mais il fallait, pour être avocat, pour les conseils juridiques, voulant devenir avocat, il fallait la licence en droit. Mon père ne l'avait évidemment pas. Et un beau jour, je viens avec 3 petits dossiers, mais très simple, très simple. Et je lui dis, mais bon, t'aurais aimé être avocat. Bon, écoute, regarde, je t'amène 3 dossiers, je te laisse 8 jours. Les voilà, ils sont là sur ton bureau. Sois sympa, rédige-moi les conclusions sur ces 3 dossiers, c'est-à-dire que tu me fais une petite note de synthèse sur les dossiers et on en parle après. 8 jours plus tard, je vais le revoir. Il me dit, tiens, je te rends tes dossiers. Là j'ai pas sans, pu. sans aucune note. Voilà, sans aucune note, bien entendu, rien, vide, feuille blanche. Non, non, si tu veux, c'est pour ça que je dis toujours, je me suis fabriqué effectivement tout seul. C'est ça. Mais Mais, comment mais, mais le prix était cher. Le prix, la note a été salée. Elle a été salée. tu es enfant unique? Oui, oui. J'aurais rêvé d'avoir des frères et sœurs. Hmm. Alors ça, j'en ai beaucoup souffert parce que, chose qui est cocasse, un jour, mon père m'a même dit, pour un enfant unique, tu n'es pas égoïste. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'adore partager, j'adore donner. Je ne suis pas égoïste, non. Non. Et Et c'est tu pour as... ça que, excuse-moi de t'interrompre, Non. c'est pour ça que, comme avocat, c'est pour ça que je suis devenu avocat. Quelque part, bon, d'abord, j'ai eu la chance de rencontrer Badinter. Alors, ça, bon, c'est la chance suprême, si tu veux. C'était l'époque de la peine de mort en 81. Et je ne le connaissais même pas. Je ne savais même pas qui il était. Et quand j'ai voulu suivre ses cours, et là, j'ai découvert un personnage étonnant, fantastique. Et puis un bon matin, un vendredi matin, il faisait ses cours le vendredi matin de 9 heures à 11 heures. Et un vendredi matin, à 10 heures, il interrompt ses cours et il s'adresse à nous tous dans l'amphithéâtre de la Sorbonne et il nous dit, les abolitionnistes peuvent demain matin venir me voir à Versailles. Je tends l'oreille, je ne comprends pas trop ce qu'il veut dire sur le moment. Et du coup, j'écoute la radio et je comprends que le lendemain matin, il est aux assises des Yvelines à Versailles pour une affaire de peine de mort. Et au dernier moment, l'avocat général renonce à réclamer la peine de mort
parce que bah, le type était psychiatriquement très malade. Bon, mais ce n'était pas le problème. Le problème, je voulais le voir plaider. Et donc, avec mon épouse, le samedi matin, je fonce à la cour d'assises de Versailles. C'était plein à craquer, plein à craquer. Il y avait un flic devant moi, tu sais, un costaud qui fait 3 fois ma taille et mon poids. Et je vais le voir, je lui dis, écoutez, je vous en prie, la porte était fermée, vous ne pouvez pas rentrer. Je lui dis, écoutez, mon professeur est là, je vous en prie, soyez sympa, laissez-moi entrer. Mon épouse, qui est assez petite et discrète, on a pu entrer et là, j'ai écouté Badinter. Et ce jour-là, si tu veux, je n'avais que ma licence en droit, je m'interrogeais sur mon avenir de juriste encore, je ne pensais même pas devenir avocat d'ailleurs, et quand je l'ai entendu plaider, dans mon fort intérieur, je me suis dit, Claude, tu vas devenir avocat pénaliste. Et ce jour-là, sans être prétentieux, naissait ce que j'appelle, moi, ma vocation intérieure. Et Hmm. ça, c'est vrai. Ça, Et c'est vrai. tu penses, Claude, que le fait justement que tu étais euh, spécialement attiré par le droit pénal et donc la défense Ouais, j'ai envie de dire des petits, des plus c'est ça. faibles, des rebuts de la société, des personnes qui ont des difficultés affectives dans leur vie, etc. Tu as l'impression que tout ça, c'est en lien aussi avec ton propre vécu. C'est pas un Oui. hasard, en d'autres mots, si tu as choisi le droit pénal plutôt que le droit commercial, quoi. Non, il n'y a pas de, exactement, il n'y a pas de hasard. Non, non, non. Non, c'était ancré en moi. Et même gamin à l'école, déjà, si tu veux, quand il y avait deux costauds qui réglaient leur compte entre eux, j'allais m'en mêler. Même si je ne faisais pas le poids, j'étais déjà un défenseur naturel, Hmm. si tu veux. Ça a toujours été dans mon esprit et dans mon caractère. Ça, c'est comme ça. C'est viscéral. C'est Hmm. viscéral. C'est C'est ça. viscéral. Je pense qu'on ne devient pas, surtout pénaliste, on n'est pas pénaliste par hasard. Non, non, non. Hmm. Et d'ailleurs, c'est si vrai que quand on se retrouve entre avocats pénalistes dans un dossier pénal, on forme des duos fantastiques souvent. Souvent. Parce qu'il y a des rencontres, il y a des rencontres étonnantes entre nous, entre nous. Je me souviens de certaines audiences ahurissantes, presque cocasses, comiques parfois, parce que bon, il y en a un qui a un mot drôle, l'autre enchaîne derrière, le substitut qui suit le mouvement. J'ai eu des moments étonnants, puis des moments dramatiques, bien Oui. entendu, où des fois, tu as des présidents ou des avocats généraux qui sont, bon, tu sais ce que c'est, enfin bon, qui sont très particuliers, dirons-nous. Hmm. Hein. Et puis Euh, le PA, évidemment, il y a aussi quand même tout l'aspect très théâtral. Il y a évidemment l'aspect extrêmement factuel, la façon de présenter c'est ça. le dossier, de rebondir évidemment sur les questions qui sont posées par le président. Donc, oui, il y a quand même tout un aspect théâtral, j'imagine, qui, quelque part, te plaisait assez. Oui, bah oui, parce que j'ai failli. Ce qui est très drôle dans mon parcours, c'est que quand je me suis retrouvé donc entre mes 15 et 17 ans rédacteur dans une compagnie d'assurance, mon père avait eu comme client Pierre Blanchard, qui était un acteur de cinéma avant les années 40, qui avait tourné la symphonie pastorale avec Michel Morgan. Et il jouait le rôle d'un pasteur qui tombe amoureux d'une jeune aveugle jouée par Michel Morgan. Et quand j'ai vu ce film, après j'ai vu Katia avec Kurt Jürgens et Pierre Blanchard qui jouait le ministre de l'Intérieur du Tsar de toutes les Russies, ce sont deux films qui m'ont terriblement marqué. Et tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, le métier de le théâtre aussi, je suis allé souvent au théâtre, j'aimais le théâtre, le métier de comédien, à un moment donné, m'a intéressé. Et je me suis inscrit dans les cours d'art dramatique, où là, j'ai appris Molière, Racine, Musset, bon, tous les auteurs classiques et modernes, Anouilh, Monterland, et bah, j'aurais pu, si mon père, encore une fois, ne m'avait pas, si tu veux, comment dirais-je, rattrapé dans ses activités un peu sordides, j'aurais peut-être pu me présenter au conservatoire d'art dramatique à Paris et peut-être devenir comédien. J'ai Ouais. failli,
Au départ, c'était mon vrai destin, l'art. Je pense aussi qu'un avocat peut être un artiste quelque part, dans la mesure où on n'apprend pas à plaider et il faut un certain, sans être présomptueux, un certain talent pour faire passer un message à Mhm. des juges quand on est avocat. Il faut savoir se faire entendre, écouter, respecter et être respectueux, bien entendu, aussi à l'égard de toutes les parties. Donc, quelque part, on est une sorte d'acteur, oui, aussi. Bien sûr. C'est Tu- lié. Bien sûr. Tu m'expliquais aussi, en fait, Claude, en off, que ton papa avait quand même une facette aussi, j'ai envie de dire, assez trouble, que tu as Oui, découvert bien après, presque par hasard. Tu peux un peu nous en parler? oui, bien entendu. Un beau jour, je dois avoir quoi, une dizaine d'années aussi. Je découvre des photos en noir et blanc de mon père avec un uniforme qui m'a paru bizarre. Et cet uniforme, je l'ai compris des années plus tard, c'était celui des, qu'on appelle ça, des chemises des membres, des chemises noires, donc qui étaient des fascistes italiens, proches de Mussolini. Donc je découvre deux photos de lui dans cet uniforme en compagnie de l'un de ses camarades, habillés de la même façon que lui, et en même temps, je découvre deux photos en noir et blanc, magnifiques d'ailleurs, de la voiture d'Hitler avec Mussolini côte à côte, debout dans la voiture, Hitler étant debout, Mussolini derrière lui, lors d'un, comment dirais-je, d'une cérémonie quoi, officielle. Et là, j'ai pas compris. J'avais 8 9 ans, j'ai pas trop compris à quoi correspondaient ces photos. J'en ai parlé à ma mère, je l'ai vu blanchir. Là, j'ai compris que j'avais touché quelque chose de sensible. Et quant à mon père, il ne m'a jamais répondu clairement sur ces activités-là à l'époque, parce qu'il y a un moment donné, il a vécu en Lorraine, mais j'ai su qu'il avait travaillé pour une entreprise allemande en Lorraine et qu'il avait dû fuir avec sa mère en Italie. Elle parlait parfaitement l'allemand. Et donc, je crois que mon père a été pourchassé à un moment donné. Il a flirté avec la France avec oui, la France et les fascistes. Bon, peut-être qu'il s'est cherché. Je ne sais pas trop, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre, il a flirté avec le fascisme. Parce qu'il m'a toujours dit, grâce à Mussolini, les plages de l'Adriatique, c'est quand même Mussolini qui en est en quelque sorte le responsable. Donc il Mhm. admirait, pour moi, il admirait Hitler. Ça, c'était clair. Et c'est une situation, en fait, quand tu l'as découvert, qui t'a poursuivi. C'est-à-dire que tu en as souffert de cette Oui, situation, oui. ou bien tu t'es dit, c'est l'histoire de mon père, c'est pas la mienne, et Non, non, j'en ai souffert parce que je n'aime pas le mensonge. J'ai compris, pardon, qu'il m'avait menti. Et non, ça n'est jamais passé. Mhm. Tu sais, en fait, Claude, quand je t'entends et quand je t'entends la première fois en fait en off, je suis tombé en fait sur un article de presse où on parle de Pascal Bruckner. Euh, Oui, et quelque part, j'ai fait un parallèle. Tu me diras ce que tu en penses. Tu me diras si ça fait éventuellement écho chez toi. Euh, mais alors, il dit ceci. Donc, Pascal Bruckner pose d'emblée le cas de son enfance. Il parle d'un ouais. père cruel, adorateur du Troisième Reich, brutalisant sa femme et son enfant. Bon, on parle dans cet article d'une triste enfance, un père bourreau, une mère soumise et un enfant qui ne sait quoi faire pour échapper à ce triangle diabolique. Et il dit ceci notamment: j'ai le souvenir de ma mère horriblement soumise, elle courbait l'échine, prenait les coups et pleurait. Je l'adorais, mais j'ai très vite compris qu'elle a intériorisé la violence paternelle et qu'elle la convertissait en maladie. Elle a creusé sa propre tombe en tombant malade. Et alors, le petit Pascal, dit l'article, a bien tenté d'être le bon fils d'un mauvais père, mais il a vite cherché un ailleurs, loin de cette banlieue lyonnaise et de son géniteur, un nostalgique du Troisième Reich maltraitant sa femme et son enfant. Et il dit à un certain moment: j'ai compris qu'il y avait là entre eux une sorte de pacte obscur entre la victime et son bourreau, et qu'il fallait que je parte. La haine de mon père envers les Juifs était au-delà de l'opinion ordinaire des antisémites, elle était de l'ordre de la passion. Ah bah écoute, oui, ouais.
entièrement. J'aime beaucoup Pascal Bruckner. C'est un grand monsieur, très intelligent, très fin, brillant, authentique. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Mais c'est J'y toujours, Oui, c'est toujours interpellant, évidemment. Moi, je ne connais pas du tout ce, je dirais cette histoire en fait de Pascal Bruckner. Donc c'est vrai, quand je l'ai vu, je me suis dit oui, il y a quand même beaucoup d'enfants finalement qui sont un peu tributaires de l'histoire de leurs parents, ici en particulier de l'histoire de leur père. Et visiblement, évidemment, quand il en parle, ça c'est quelque chose qui le poursuit et qui impacte quelque part tout le fil de sa vie et tout ce qu'il peut entreprendre ou éventuellement tout ce qu'il ne parvient pas à entreprendre du fait même qu'il a été pris dans des liens qui sont toxiques et le temps évidemment de dénouer tout ça, de comprendre d'où on vient, ça prend du temps, pour moi ça prend toute une vie. Toi, tu as eu l'impression finalement que ton trajet de vie a été directement ou indirectement impacté par ton histoire familiale? oui, bien sûr, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Parce qu'en fait, si tu veux, je n'ai jamais eu la maîtrise de ma vie. Je l'ai maintenant, mais je ne l'ai jamais eu auparavant, jamais. Ce qui est dramatique, c'est si le seul choix que j'ai eu, c'est de m'inscrire, c'est d'aller au palais de justice de Paris et de devenir greffier de juge d'instruction, et après de m'inscrire en capacité en droit et de rencontrer Banater plus tard. Là, je sais pas ce qui m'a pris. Là, il y a eu un petit miracle là. Tu vois ce que je veux dire? Un Ouais. miracle de la vie qui m'a. Mais pourquoi? J'en sais rien. Je peux pas te l'expliquer là. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi je suis allé à la Sorbonne? J'avais aucun diplôme, j'avais rien. Qu'est-ce que j'allais faire à la Sorbonne? Bon, il faut croire que dans ma petite tête, si tu veux, j'ai dû me dire dans mon inconscient, Claude, allez, prends-toi en main, réveille-toi. Je pense, hein, c'est une interprétation que je donne. Je pense que j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais faire quelque chose de ma vie, peut-être, Hmm. peut-être. Et là, je me suis dit, allez, avant, essaie d'avancer. C'est ça. Et tu as l'impression justement d'avoir réussi à avancer grâce à tes rencontres. Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, ça c'est déterminant. C'est déterminant. Ça, je crois beaucoup dans les rencontres. Ça, c'est déterminant. Déterminant. Tu fais la bonne ou mauvaise rencontre, tu fais la bonne rencontre, c'est fantastique, tu avances, tu fais la mauvaise rencontre, c'est terminé, tu rentres dans le mur. Hmm. Ça, oui, ça c'est très important. Mais Très, tu dirais en fait, Claude, que du coup, ces rencontres ont été nécessaires et suffisantes pour reprendre ta vie en main pour t'en sortir, ou bien que ces oui. rencontres ont été un point important, mais pas nécessairement suffisant. Non, parce que j'ai quand même dû faire un travail personnel. Si tu veux, ces rencontres ont été décisives en ce sens qu'elles m'ont permis de comprendre ce que je souhaitais espérer faire. Mais si je n'avais pas travaillé comme un forcené, intellectuellement, moralement, professionnellement, parce que comment dirais-je, je me marie à 25 ans, je prête serment à 33 ans. Donc de 25 à 33 ans, ça a été dur avec mon épouse. On a mené une vie d'enfer. Hein. Je veux dire, HLM, c'est pas péjoratif hein, de vivre en HLM, mais bon, on a trimé tous les deux. Hmm. Et il a fallu s'accrocher, s'accrocher. Chaque jour était une épreuve difficile, difficile, difficile. Aller le soir en faculté, sortir à 22 heures du cours en capacité, le lendemain matin, retourner au palais de justice, assister le juge d'instruction, repartir en cours, etc. Enfin bon, les travaux dirigés tous les samedis matins, aucune vie personnelle. Hein. On n'a pas. D'ailleurs, on n'a pas pu avoir d'enfant à cause de ça. J'ai adopté après une petite fille qui était abandonnée d'ailleurs. Hein. Là aussi, j'ai adopté un enfant dans des conditions incroyables, dans des circonstances à peine croyables. Je veux dire, une petite fille du pharmacien qui, à côté de la pharmacie qui avait une employée portugaise qui en pleine nuit a accouché et qui, sachant que mon épouse voulait adopter, lui dit à mon épouse, mais votre mari, il est avocat, n'est-ce pas? Je lui dis oui. Bah, écoutez, moi, ma femme de ménage portugaise, elle va abandonner son enfant. Votre mari ne pourrait pas s'en occuper de l'adopter.
Je débute à ce moment-là 3 ans d'enfer pour réussir à adopter cet enfant. Transfert de l'autorité parentale, abandon judiciaire et adoption plénière. Hmm. Et par un parcours tout à fait honnête, hein, régulier, mais compliqué. Sur plan Ouais, juridique, très compliqué. Et ouais. c'était pas ma spécialité. Et Donc, tu, tu voilà, donc parlais, très, très compliqué. Très, ouais. si tu veux, tout a été toujours compliqué. Voilà, Hmm. compliqué. Parfois, malheureusement, quand la vie commence compliquée, elle se poursuit effectivement de manière compliquée. Et pour se simplifier, ça prend aussi du temps, paradoxalement. Mais c'est vrai que tu parles évidemment de journées extrêmement bien remplies, sur le plan intellectuel, un travail très prenant. Tu n'as pas aussi l'impression quelque part que ça peut être une fuite en avant, justement, pour s'empêcher de penser par soi-même, de laisser éventuellement l'irrésolu surgir en continuant à l'étouffer jusqu'au moment où ça devient absolument infernal et qu'on doit de fait quelque part s'arrêter, prendre le temps de se retourner et voir ce qui a cloché en son passé. Non, maintenant, j'ai réussi à atteindre une certaine sérénité Ouais. intérieure. intérieure. Hmm. C'est-à-dire que, comme je l'expliquais, de temps en temps, je prends un dossier comme ça, par intérêt intellectuel, si tu veux. Bon, ça m'occupe intellectuellement, je m'amuse encore à faire un peu de juridique, si tu veux. Mais au fond de moi-même, non. Maintenant, je fais un travail intérieur sur moi-même et je prépare un livre justement sur mon parcours. C'est-à-dire que j'ai envie maintenant d'expliquer Hmm. aux autres le chemin à ne pas suivre. C'est-à-dire que à les conseiller de ne pas suivre le chemin que j'ai suivi. À leur dire, faites gaffe, la vie, elle est compliquée. Si vous n'arrivez pas à devenir autonome le plus vite possible, ça va être la catastrophe. Hmm. Alors, prenez-vous en main, réfléchissez sur savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous allez. Non, maintenant, j'ai acquis une certaine sagesse, si tu veux, avec le temps. Bon, effectivement, hein, ça a été long, ça a été très, très long. Mais non, maintenant, je prends le temps de, j'allais dire, de vivre, Hmm. d'essayer de vivre dans ce monde très complexe, entre parenthèses, hein, Ouais. actuellement. Mais ce que je voulais dire, en fait, Claude, c'est que c'est vrai qu'à un moment donné, peut-être dans son parcours, dans sa propre histoire, on peut être tenté pour ne pas devoir justement réfléchir sur son vécu. On peut être tenté d'avoir un emploi du temps extrêmement chargé. Et le travail peut être effectivement là pour prendre tout l'espace et du coup ne plus avoir l'occasion de réfléchir sur soi. Donc là, j'ai bien compris évidemment qu'entre-temps, les choses se sont décantées, qu'il y a eu un travail intérieur, mais il n'y a pas eu dans un premier temps éventuellement une fuite en avant. Le train n'a pas été, en d'autres termes. Oui, certainement, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. C'est-à-dire cette fuite en avant, sur le moment, on n'en a pas conscience. Hmm. C'est après, c'est avec le temps. Ça, c'est mon chien. C'est avec le temps. C'est avec le temps qu'on en prend conscience. Ouais. Mais effectivement, oui, ça a été une fuite en avant très, très longtemps, bien sûr. Hmm. Même dans le métier d'avocat. Même dans le métier d'avocat. Hmm. D'ailleurs, c'est un métier où tu n'as pas le temps. Surtout d'avocat pénaliste. En plus, Hmm. tu as encore Ouais. moins le temps. Tu as encore moins le temps de réfléchir et de respirer parce que tu es sans arrêt dans les audiences, sur les routes, j'allais dire de Bordeaux à Paris, en passant par Nancy jusqu'à Marseille ou Roubaix. Enfin bon, j'ai fait le Ah tour oui. de France. Bon, Ah oui, oui. tu mènes une vie complètement folle, quoi. Ah oui, Cinglé. oui, oui. Oui. Puis aux assises, tu plaides à 1 heure du matin, 2 heures du matin aussi. Je me souviens d'avoir eu des nuits où je plaidais à 2 heures du matin. Alors, quand tu rentres chez toi le soir en voiture à 2 heures du matin, le lendemain matin, tu repars à une audience correctionnelle. Bon, bah, t'es pas très frais. Hein. C'est assez épuisant, effectivement. Je ne suis pas pénaliste, mais j'en vois pas mal graviter autour de moi et je vois effectivement le remploi du temps entre les rendez-vous, les visites à la prison, les conclusions à Oui, faire, c'est ça. La les visite des. audiences, plusieurs audiences sur une journée, donc il court d'une salle à une autre. C'est Oui, voilà, effectivement, on court tout le temps. Voilà, c'est ça. On court tout le temps. c'est effectivement assez épuisant.
Oui, ah oui, c'est le mot, c'est épuisant, oui. Et alors, tu me parlais également en off, parce qu'on avait préparé un tout petit peu cet échange, et il y a une figure assez clé, je pense, enfin, pour toi, qui est assez importante, c'est celle de Jacques Fesch. Je voudrais qu'on s'y arrête un instant, parce que je pense que c'est pas non plus innocent dans ton parcours. Jacques Fesch, il se fait que à une époque, j'étais très, très croyant. En fait, je me suis intéressé effectivement à son propre témoignage. Et en fait, Jacques Fesch euh, il est en fait arrêté au cours d'un braquage d'un bureau de change, à l'occasion duquel il tue un agent de police. Il est écroué à la prison, pardon, de la Santé à Paris. Il y reste 3 ans avant d'être exécuté. Tu parlais effectivement tout à l'heure de la peine de mort. Lui, il n'échappera pas à la peine de mort. Il sera effectivement exécuté. Et alors, il a tenu un journal en prison dans lequel il explique notamment sa conversion. C'est évidemment un témoignage extrêmement fort il est guillotiné finalement à l'âge de 27 ans. Et tu t'intéresses en fait à cette personne en particulier parce que tu y vois quelque part des ponts, des liens avec ta propre histoire ou pour quelle raison en fait? Bah, tout simplement parce que je suis, comment dirais-je, je prétends être un humaniste sincère, proche de la souffrance des autres. Et le parcours de Jacques Fesch, j'ai lu son livre. Et après l'avoir lu, franchement, hein, il m'a bouleversé. Il n'y a pas d'autre mot, bouleversé. Et je me suis dit, Claude, appelle-le, rencontre-le. Qui est ce Jacques? Je parle de Gérard Fesch, hein, parce que c'est le combat de cet homme qui, pendant 40 ans, ignorait qui était son père. C'est ça, oui, c'est le fils naturel Voilà, de de Jacques Jacques Fesch. Fesch, oui. Et en fait, si tu veux, quand il raconte dans son livre Fils d'assassin, fils de saint, d'abord, je suis concerné comme avocat. Enfin, je veux dire, même si je ne le suis plus, tu sais, un avocat pénaliste reste avocat pénaliste dans l'âme jusqu'au Hmm. bout. Tu comprends ce que je veux dire? On est toujours un défenseur des droits de l'homme, toujours. On est toujours à la pointe du combat, à la pointe du combat, de la souffrance, de la souffrance. Et donc, j'ai rencontré Gérard Fesch et bah, il est devenu un ami fantastique parce que j'ai rencontré un type modeste, simple, discret. Il n'y a pas plus discret, d'une intelligence supérieure, musicien, il était prof de musique, génial. Et on s'est liés d'amitié tous les deux, véritablement. Et petit à petit, il m'a expliqué, il m'a parlé de son histoire de la réhabilitation judiciaire d'un condamné à mort. Et on a parlé tous les deux, là, on a commencé à parler juridique. Et il m'a expliqué, là, le sujet m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que la réhabilitation judiciaire d'un condamné à mort, est-ce que c'est possible? Et du coup, il m'a expliqué que son avocat était le garde des Sceaux actuel, Dupond-Moretti, et qu'il avait Spinozzi, avocat de la Cour de cassation, sublime, brillantissime dans ses exposés. Et il m'a expliqué qu'il y avait eu un débat devant le Conseil constitutionnel, présidé par Laurent Fabius, sur une question prioritaire de constitutionnalité, du point de savoir si la réhabilitation judiciaire d'un condamné à mort était possible. Légalement, ce n'était pas possible. Mais le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a eu une idée de génie. Il s'est adressé aux avocats en question en leur disant, mais le Parlement pourrait peut-être être concerné. Et là, Claude Pugnotti, j'en ai parlé à Gérard Fesch, je lui ai dit, bah, écoute, moi je vais saisir la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, qui s'appelle Madame Yaël Braun-Pivet, et je vais lui écrire pour lui demander son point de vue et savoir ce qu'elle en pense. Hmm. J'ai vu qu'elle était avocate aussi, et à ce moment-là, si tu veux, je l'ai interrogée à ma manière, du point de savoir si on pouvait trouver une solution au problème juridique
de cette réhabilitation judiciaire? Bon, j'ai pas eu une réponse immédiate. J'ai dû la relancer. C'est normal, hein, au Parlement. Bon, j'ai dû la relancer 2 ou 3 fois. Et j'ai reçu une magnifique réponse d'elle, enfin de son conseiller, il s'appelle Raymond Pinchon, en me disant, mon cher maître, etc. Enfin bon, une lettre magnifique en me disant, bah écoutez, voilà, voici la question posée par la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale au garde des Sceaux. Un projet de loi va être déposé. Le projet de loi a été déposé dans le cadre de la création du parquet européen et en modifiant les modifications de la loi sur l'abrogation de l'abolition de la peine de mort. Donc, il y a eu un amendement qui permet aux ayants droit d'un condamné à mort, qui a apporté un gage d'amendement au moment de son exécution, de pouvoir bénéficier d'une réhabilitation judiciaire. Ce qui fait Mhm. que, en ce moment, là, dans peu de temps, d'ici la fin de l'année, ou dans 6 mois, un an, au plus tard, à mon avis, Gérard Fesch, pardon, va faire jurisprudence et devrait être le premier en France et en Europe à bénéficier de cette loi. Et ensemble, on a 2 projets. Le premier, écrire à 4 mains cette histoire. Lui s'occupera de la partie, on devrait hein, s'entendre, je pense. On se respecte assez bien, on se comprend bien, donc je pense que c'est bien parti. Donc lui s'occupera de sa vie personnelle, racontera son parcours personnel, et moi je m'intéresserai à l'aspect judiciaire, criminologique du procès de Jacques Fesch, et à une certaine époque, un ancien réalisateur qui s'appelait José Giovanni, qui était un ancien truand, qui a fait de la prison et qui est devenu réalisateur. Et juste avant de mourir, José Giovanni avait dit à Gérard Fesch, ben, je vous propose de faire un film sur votre histoire. Manque de chance, il est décédé entre-temps. Et j'ai dit, moi, à Gérard Fesch, ben, écoute, si tu veux, ensemble, on va travailler, on va essayer de trouver le réalisateur susceptible de réaliser un film sur toi et ton père, car votre histoire, elle est fantastique, unique. C'était une histoire digne de Victor Hugo. C'est un Mhm. roman à Victor Hugo. Oui, ben c'est vrai que Jacques Fetch, évidemment, est une personne qui a déjà quelque part intéressé pas mal de monde, hein, et notamment un autre confrère qui s'appelle Maître Gilbert Collard, qui avait écrit Oui, l'histoire du bon larron moderne. Et ce livre s'intitule Assassin, donc assassin comme un assassin, mais aussi assassin S-A-I-N-T à la fin, pour montrer oui, effectivement quelle était la prise de conscience intérieure, justement le cheminement intérieur de Jacques Fesch en prison. Et donc Maître Gilbert Collard, en fait, était livré pendant 3 ans à une enquête minutieuse. Il retrace l'incroyable parcours de cet homme pour lequel une enquête préliminaire à la béatification est en cours et dont le cardinal Lustiger espérait qu'il serait un jour vénéré comme une figure de sainteté. Donc on voit que effectivement le profane et le religieux s'intéressent au personnage. Mais ce qui m'avait aussi interpellé en revoyant un petit peu l'histoire de Jacques Fesch, mais je me dis quelque part, tiens, est-ce que c'est pas aussi un élément qui fait que tu te sens proche de Jacques Fesch, c'est que les parents Fesch, voyant en fait d'un très mauvais œil l'union de Pierrette avec Jacques Fesch, Pierrette qui était juive, alors que les parents effectivement de Fesch étaient antisémites. oui. Et Ouais. puis son père, le père de Jacques Fesch, qui traitait son fils au procès de bon à rien, Oui, en oui, plein procès, en plein procès. oui. Alors que son fils risquait de perdre, risquer sa mort, en plein Mm, procès, il ose dire mon fils est un bon à rien. mm. Est-ce que c'est le rôle d'un père d'aller jusque-là, de traiter son fils de bon à rien? Alors qu'il risque sa tête, quoi. Ah oui. Alors ça, tu comprends ce que je veux dire là, ça a fait référence à mon propre père aussi. Ben oui, c'est ce que je me disais Ah oui, aussi, bien c'est que sûr. quelque part, ça, Tu fais le lien. Tu fais le lien. Je fais le lien, bien sûr, parce que il me traitait de bon à rien quand j'étais ado. mm, J'étais à bon à rien. Seulement pour aller encaisser des primes d'assurance à toute vitesse et les ramener, là, j'étais compétent. c'est ça. Ben on s'identifie évidemment à des personnes qui ont un vécu semblable au nôtre et C'est ça, avec lesquelles du coup il y a une résonance, une amitié, même si on ne les a jamais connus, quoi. Et c'est puis on se ça. dit, voilà, là, il y a des accointances et il y a un passé commun et on peut en faire quelque chose, quoi.
Et voilà, c'est ça. Il y a une espèce de, j'ai envie de dire, une forme de fraternité. Oui, Ça peut aller jusqu'à une certaine fraternité dans une personne, si tu veux, à laquelle tu t'identifies. oui. Tu comprends ce que je veux dire entre on réunit, oui, c'est ça. Bon, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Pour moi, c'est un problème. C'est comme un animal qu'on abat, qu'on abandonne. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. La morale, l'éthique, c'est quelque chose. Ça a un sens. Ça a un Mhm. sens. Nous ne sommes pas des animaux cruels. Euh, on, on a des valeurs humaines Il y a, et c'est important. ouais. Il y a un parcours commun, humainement parlant, il y a un parcours commun qui fait que il y a des atomes crochus. Voilà, c'est ça, Pascal. On est d'accord. Mais ce qui est évidemment un petit peu étonnant, en voyant évidemment le parcours de Jacques Fesch par la suite, ce qui était un petit peu étonnant pendant son procès, je pense, ce qui était ce qui lui était extrêmement défavorable, c'est que d'abord, il avait évidemment tué un policier, et donc il y avait le syndicat des policiers qui était là pour faire pression. Mais aussi, apparemment, j'ai cru lire qu'il n'avait exprimé aucun regret ni remords, Oui, oui. sauf celui en fait de s'être fait prendre. Donc ça, évidemment, on sait très bien quand on est pénaliste que idéalement, il faudrait quand même que son client manifeste quelques signes de repentance, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas de Jacques Fesch. Ben, je crois. Alors là, il faudrait que je relise le livre plus à fond. Ouais. Je, je, je ne sais, je sais pas s'il a demandé pardon. J'ai cru comprendre, mais là, je m'en souviens pas. J'ai cru comprendre qu'il aurait demandé quand même pardon à la famille, à la famille du policier, ou qu'il se serait excusé. J'ai cru comprendre. Mm. Mais parce que je me fie à la parole de, comment il s'appelait? Il y avait un journaliste à l'époque très célèbre, comment il s'appelait? Un chroniqueur très réputé, Frédéric Potcher. Voilà, Frédéric Potcher. C'était le meilleur chroniqueur qui existait à l'époque. Et il était venu écrire et dire à la radio, c'était un chroniqueur de radio, il n'a pas la tête d'un assassin et il ne se comporte pas comme un assassin. Mm. Il a le comportement d'un innocent même. Je crois qu'il a été jusqu'à dire ça. Alors que lui, ce chroniqueur, assistait à tous les procès d'assises. Tous les procès d'assises. Il était partout. Réputé. Moi, j'adorais l'écouter à la radio. Il avait une voix prestigieuse, magnifique. Il vivait ses procès. Il était incroyable. Mm. Quand j'écoutais à la radio, il te captivait ton attention et tu étais pris après. T'étais pris par la passion de sa façon de s'exprimer. Mm. Et quand je l'écoutais, c'était ahurissant. Ahurissant. Et c'est pour ça, quand il a écrit et dit après qu'il n'avait pas l'attitude d'un assassin, qu'il n'avait pas le physique d'un assassin, qu'il n'avait pas le comportement d'un criminel, quoi. Enfin, pour lui, ça ne collait pas. Ça ne collait pas. Mais Donc, c'est j'ai envie de dire entre guillemets, c'est un assassin par accident quand on voit bien la entendu, manière dont le policier a été tué. bien sûr, Jacques Fesch était en cavale, pris d'angoisse et il a tiré à oui, travers son. il a été pris de panique. Il a été pris de panique, Ouais. tout simplement. Il Il avait a été pris. il avait perdu ses lunettes dans la fuite, j'ai vu aussi, et donc quelque part, il ne voyait même pas clair, quoi. Il s'est retourné avec son Non, oui, c'est imperméable ça. et il a tiré au hasard, et il se fait que Bien sûr. malheureusement, le hasard, c'était en plein cœur, quoi. Ah oui, oui, non, mais oui, voilà, c'est la faute à pas de chance, effectivement. Il aurait pu le. Bon, oui, il a tiré en plein cœur, oui, mais alors que son arme était dans son imperméable. Tu imagines comment tu as un revolver dans ton imperméable, comment tu arrives à redresser comment dirais-je, ton revolver en direction. Je sais pas comment il a fait. Hmm. C'est un moment, il a eu peur, il a pris de panique, quoi. Et je Ouais. pense que, d'après ce que j'ai cru comprendre, le policier avait déjà, lui, de son côté, sorti son revolver et je crois qu'il avait tiré avant lui sur Jacques Fletch, à deux reprises, me semble-t-il, hein. Bon, à vérifier. Bon, ça, je regarderai ça quand je verrai le dossier pénal. Oui. Ça Mais, sera mais, évident à faire après. oui.
Mais ce qui est touchant évidemment à travers Jacques Fesch, mais du coup au-delà, c'est pour ça qu'il parle évidemment tellement de personnes, éventuellement de jeunes aussi, c'est que il avait évidemment un tel idéal quelque part qu'il le portait. Il s'imaginait aller au loin. Bah, il voulait faire le tour du monde, hein. Voilà, il pensait aventure parce que quelque part, il se disait que sa vie dans sa famille, son avenir était complètement loupé. Son père était athée, son père, on l'a dit, était antisémite et donc quelque part, il y avait absolument rien qui était porteur. Non, justement, Donc pour lui, sa vie était complètement ratée. Et donc la seule solution qu'il avait trouvée, c'était de braquer une banque finalement pour avoir suffisamment non, d'argent pour se payer un voilier et partir en fait voilà, au loin. c'est ça. C'est, Bah, c'est, c'est la fuite en avant, Pascal, dont on parlait tout à l'heure. oui, oui, C'était cette fuite en avant, c'était sa fuite à lui en avant. oui, mais c'est ça évidemment qui est aussi qu'on a envie quelque part d'interroger, c'est de se dire, c'est incroyable, avec un vécu compliqué, finalement, il y en a, on fouille en avant, mais parfois on fouille de manière tellement différentes aussi. Enfin, je veux dire, on peut devenir un délinquant, comme quelque part, on peut avoir des rencontres qui sont porteuses et qui vont t'amener effectivement à faire, j'ai envie de dire, des choses, pour le coup, constructives dans ta vie, où tu te mets au service des autres et où tu viens en aide aux autres. Je veux dire, bon, tu n'as pas eu, heureusement, j'ai envie de dire, le parcours de Jacques Fesch, mais c'est vrai que on se rend compte qu'avec une vie parfois semblable, on peut effectivement bifurquer dans des directions complètement différentes, quoi. Bien entendu. C'est pour ça que le problème de l'éducation, finalement, à notre époque, est un problème fondamental dans notre société actuelle. Parce que quand on voit l'évolution en France, je ne sais pas comment, je pense qu'en Belgique, vous avez le même problème, l'évolution de la jeunesse, de cette jeunesse en désespoir en ce moment, en désespérance, avec la drogue, avec des produits toxiques, enfin, qui n'en finissent plus. On voit ce que ça donne des drames épouvantables. Mm. Euh, mais c'est très inquiétant, parce qu'en fin de compte, cette jeunesse, elle est livrée à elle-même, et on se demande, excuse-moi, mais quand tu apprends qu'un gamin de 14 ans se dispute avec un autre gamin pour une copine qu'il a vue sur Facebook et il lui donne un coup de couteau mortel à 14 ans, mais attends, où on va là? Mm. Là, ça pose un sacré problème de société. Là, ça devient un problème, oui, de société. Mm. Là, où va cette jeunesse? Où elle va? Pas tous, bien entendu, heureusement. Mais moi, je parle de. Mais elle est nombreuse, celle-là. Il y a plein c'est comme le racisme en ce moment, l'antisémitisme. On y revient. On Mm. y revient. C'est quand même fou, non? On dirait que les leçons de l'histoire ne servent à rien. Oui, ça malheureusement, je crois effectivement que c'est. Hein? On n'a rien compris. Mm. Hein, on se pose des questions. Je veux dire, bon, moi, je t'avoue que là, on s'interroge. Je m'interroge. Je me Mm. dis où on va? Où allons-nous? Tous. Hein, parce que, bon, on va résister. On va résister. Bon, nous sommes des résilients. Hein, parce que quand on a un parcours chargé, bon, on arrive à remonter la pente quand même. On ne se laisse plus abattre. C'est On ça, sait qu'on peut résister. Mais c'est quand même inquiétant. c'est C'est quand ça. même inquiétant. Et pour revenir à toi, c'est vrai que toi, tu as des projets nourrissants, qui te nourrissent, qui sont pour le coup porteurs Ben oui. Par exemple, je te parlais de théâtre. Ouais, Je vais peut-être, je vais voir. J'ai une professeure, c'est une dame professeure de théâtre à Nice, qui est spécialisée dans les œuvres de Tchekhov. Et j'aimerais monter les méfaits du tabac de Tchekhov. Ça fait partie de mes coordonnées, c'est possible. Je ah pense que voilà. c'est possible. C'est possible. Donc, je lui en ai parlé. Bon, j'ai un problème pour la joindre comme toi sur, sur comment dirais-je, je vais y arriver, sur vidéo, mais je ne serai pas aussi compétent que toi, mais on pourra quand même discuter et elle est prête à m'aider à répéter, à travailler ce personnage. Mm. Et je sais que dans la région parisienne, il y a quelques théâtres de banlieue
qui pourrait peut-être m'aider à travailler ça, à le monter, ce spectacle. Et je pense que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour moi. Voilà. Ça, c'est pour m'amuser. Tu vois, c'est Oui, c'est pour ça. c'est Oui, simplement pour, voilà, puis l'écriture. Par exemple, j'ai écrit un livre qui pourrait faire un scénario de film aussi. J'aimerais, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'aveu suspect. Tu regardes sur ouais, ma page Facebook, tu pourras le voir. ouais. C'est une histoire vraie que j'ai vécue, très compliquée aussi, mais qui pourrait être un très bon film. Parce que le scénario, l'histoire est digne d'un scénario de film, et je l'ai déjà un peu écrit. Il faut le corriger. Il y a un petit travail de correction à refaire, mais ça pourrait être un scénario. Donc, voilà, j'ai des petits projets comme ça, bon, comment dirais-je, pour m'amuser, m'occuper. C'est Bon, ça. Ben, j'ai deux petites filles, mon épouse, qui est formidable, hein, qui est fantastique. On a 40 ans de mariage quand même, ah oui. hein, donc qui a beaucoup de classe, qui a été ma collaboratrice, hein, qui m'a soutenu dans les moments très difficiles, parce que bon, j'ai traversé des moments oui, difficiles aussi, et donc bon, ça va, ça va. La vie continue son cours, voilà. Voilà, Je- mais écoute, c'est aussi un petit peu pour ça que je souhaitais effectivement avoir un échange avec toi, c'était de se rendre compte que malgré l'enfance qui était pour le coup abusée, on peut de fait rebondir et finalement trouver quelque chose de positif en se mettant finalement au service des personnes qui ont aussi du coup eu des vies compliquées. Donc, je te remercie évidemment, Claude, pour avoir pris le temps de cet échange. Je ne sais pas si éventuellement tu souhaitais encore ajouter un élément qui te paraissait important avant Non, de non, terminer. non. Si, une chose à te dire à toi, personnellement, je t'apprécie. Je ne te connais pas physiquement, mais j'apprécie beaucoup ce que tu fais et j'aime beaucoup ta personnalité. Tu vas au fond des choses, tu n'es pas, comment dirais tu creuses et j'aime beaucoup ce que tu fais. Voilà. Je dis pas ça pour te flatter, ni pour te faire plaisir, mais je le pense sincèrement. Voilà. Donc, je tenais à te le dire, ça. Mais écoute, merci. Je pense qu'on a chacun des projets qu'on a envie effectivement de porter et donc souhaitons-nous alors mutuellement une bonne réalisation des projets en cours et à Et, bientôt, Claude. et restons en contact. Ça me fait plaisir. Voilà. Merci à toi.